est en train de mesurer la performance de ces solutions pour voir comment on peut améliorer. Il y a clairement de l'amélioration à faire. Alors, j'ai je me dirige vers ma conclusion, quelques exemples que je voulais rajouter qui sont en lien, par exemple, à l'adaptation territoriale. En fait, il y a de nombreux défis qu'Ouranos sont encore à faire face et je suspecte qu'on pourrait probablement grandement échanger ou collaborer même éventuellement autour de ces défis. Mais l'exemple des municipalités, des villes et villages qui rencontrent plusieurs défis est un exemple de défi passablement intéressant. Alors, d'une part, on travaille souvent avec des grandes villes de plus de 100 000 habitants qui ont beaucoup de capacités, qui sont assez mobilisées autour de l'adaptation, qui ont souvent des plans d'adaptation assez détaillés. Par contre, pour eux, un des grands défis, c'est la complexité des enjeux, la complexité des structures, les défis de ressources versus les fonctionnements établis qui rendent difficile l'intégration de nouvelles solutions d'adaptation originales. Et heureusement, il y a quand même beaucoup d'intérêt pour les grandes villes d'intégrer, de mettre en place des solutions d'adaptation qui sont basées sur une science assez robuste. Si vous avez l'exemple du plan d'adaptation de la Ville de Montréal qui a été mis à jour là, au cours des dernières années, tout de suite après la pandémie. Par contre, il y a aussi des villes de taille moyenne, des villes d'ailleurs avec qui c'est très agréable de travailler, puisque bien que la sensibilisation est inégale, on peut travailler avec certaines municipalités, certaines villes qui ont été frappées par des enjeux très spécifiques, feux de forêt, érosion côtière, canicule ou problématiques d'approvisionnement en eau. Et la beauté des villes de taille moyenne, naturellement, c'est que c'est un bon compromis entre la capacité, donc des municipalités qui ont une certaine capacité, mais qui n'ont pas la complexité des grandes villes, et ce qui permet en général d'avancer quand même assez rondement en matière d'adaptation avec ces villes. Et à l'autre extrême, on a les enjeux avec les villes de petite taille, moins de 10 000 habitants, qui ont très peu de temps à dédier à l'adaptation au changement climatique, mais par contre, qui sont parfois très sensibilisés suite à des événements qui ont été marquants pour la communauté. Alors, j'ai l'impression qu'avec les feux de forêt au Québec, dans l'extrême nord du Québec, il y a certainement plusieurs de ces petites villes qui vont rapidement s'intéresser à l'adaptation en lien avec les feux de forêt. Mais par contre, c'est leur grand défi. En théorie, ils ont très peu de capacité. Par contre, il y a une telle simplicité et une telle proximité à l'action pour l'adaptation que dans bien des cas, lorsque les villes de petite taille s'y mettent, elles peuvent quand même assez rapidement implanter des premières solutions d'adaptation et d'apprendre à gérer les risques. Malheureusement, ils ont parfois frôlé la catastrophe avant d'y penser, avant d'y réfléchir, parce que honnêtement, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour y penser. Une des évolutions intéressantes que l'on voit au Québec au niveau des municipalités, des petites villes et villages au cours des dernières années, c'est l'utilisation des regroupements de villes et villages ou de municipalités, la Fédération canadienne des municipalités, l'Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités, cette dernière particulièrement qui regroupe beaucoup les petits villages au Québec. C'est de plus en plus via des organisations comme ça que l'adaptation réussit peut-être à avancer de façon un petit peu plus efficace et donc il y a davantage une collaboration entre les petites villes et petits villages. Et donc ça, c'est un aspect prometteur de travailler avec ces associations-là pour permettre donc d'accroître la force de frappe de la science de l'adaptation. Et maintenant, les gens de ces associations-là font partie des différents comités qui développent les projets et les programmes scientifiques et techniques à Ouranos. Deuxième exemple là, de défi que l'on rencontrons de plus en plus, c'est-à-dire que oui, l'adaptation avance de plus en plus et c'est une bonne nouvelle, mais on est en train aussi d'assister à l'émergence de la maladaptation. Alors, il y a une panoplie de solutions d'adaptation qui ont probablement été faites en général avec moins de concertation, qui ont amené de très mauvaises décisions. Ici, vous avez un exemple d'enrochement pour protéger cette maison. Bon, scientifiquement, on sait déjà, on a pu le mesurer,
que l'érosion de chaque côté de cet enrochement est doublée, et donc ça ne fait que doubler, ça ne fait qu'amplifier les problèmes pour les voisins. Alors, c'est un exemple là, de solution d'adaptation qui est encore en cours au Québec et qu'on tente de trouver par tous les moyens là, de réduire. Alors, vous avez l'exemple classique, naturellement, de la climatisation plutôt que du verdissement ou encore de recouvrir les toitures en blanc pour tenter de réduire les risques liés aux canicules dans les appartements. Et un exemple là, en lien avec l'érosion en rivière, où on a souvent tendance, avec des interventions peut-être un petit peu plus individuelles, à enrocher des méandres de rivière pour tenter de contrôler l'érosion d'un côté de la rivière, pour découvrir quelques années plus tard que, comme pour l'exemple de l'érosion en eau côtière, l'érosion en rivière s'est aussi sérieusement accélérée sur un autre territoire, ce qui confirme le statut de plusieurs des solutions qui sont quand même mises de l'avant au Québec aujourd'hui. Et finalement, mon dernier exemple de défi auquel nous faisons face, c'est ce grand défi de la segmentation des enjeux et même, en fait, les gens d'adaptation tombent souvent dans le piège aussi de la segmentation des enjeux. C'est qu'il faut bien réaliser qu'au-delà de regrouper les gens pour trouver des solutions d'adaptation, il faut inévitablement faire face à plusieurs enjeux environnementaux, notamment celui de la transition énergétique et de l'atteinte de la carboneutralité. Je pourrais même rajouter un autre cercle ici, l'atteinte des objectifs de développement durable et de maintien de la biodiversité. Et donc, on a quand même un grand défi, malgré la concertation de certains acteurs, de réfléchir de plus en plus à des solutions qui vont permettre de non seulement aborder l'adaptation au changement climatique, mais aussi la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le maintien de la biodiversité, etc. Ça va être un défi qui devra absolument se faire en maintenant le dialogue entre les différentes parties prenantes et en accroissant la capacité d'utiliser la science pour éclairer les décisions face à ces enjeux environnementaux qui sont parfois assez complexes et qui se déroulent sur plusieurs fronts. Alors, je conclus ici, peut-être un peu, si vous avez une chose à vous rappeler de l'expérience québécoise ici, c'est peut-être de dire, c'est bien de parler du quoi, c'est-à-dire sur quel enjeu est-ce qu'on veut travailler, c'est bien de parler du où et de s'intéresser au territoire, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important autour du comment, c'est-à-dire la co-construction, la collaboration, le dialogue avec les acteurs, de faire des projets de recherche qui vont parfois être beaucoup plus longs parce qu'ils impliquent beaucoup de parties prenantes. Mais au final, c'est souvent le comment qui va être clé pour savoir si on crée de la capacité à moyen et long terme pour avancer en matière d'adaptation au changement climatique. Et je vais me permettre une dernière petite transparence en anglais, simplement pour vous informer que si l'adaptation vous intéresse vraiment beaucoup, en fait, vous êtes invité à venir participer à la conférence Adaptation Future, qui est la grande conférence internationale de l'adaptation, qui regroupe justement avec l'esprit de Futurac, avec l'esprit d'Ouranos, mais qui regroupe autant les chercheurs scientifiques, les praticiens, les décideurs, les gestionnaires de plusieurs thématiques autour de l'adaptation au changement climatique pour justement faire un état des lieux de où est rendue l'adaptation à l'échelle mondiale. Donc, il y aura des pays, il y aura la présence de gens de pays, autant de pays en voie de développement que de pays développés, et plusieurs des thématiques ici sont énumérées et donc plusieurs sessions parallèles, en fait 17 sessions parallèles auront lieu pendant une semaine pour présenter toutes sortes d'informations autour de l'adaptation au changement climatique dans ce congrès semi-scientifique, semi-pratique et politique publique. Alors, je vous invite à aller voir le site web. C'est un événement qui, vous n'aurez pas nécessairement à vous déplacer à Montréal. C'est un événement aussi hybride. Donc, il y aura 6 des 17 salles qui seront connectées en ligne pour ceux qui veulent participer. Alors là-dessus, je conclus ma présentation. Je serai prête à prendre des questions si je n'ai pas pris trop de temps. C'est bon, je vous remercie pour cette présentation. On a encore à peu près 5 minutes. Et donc on va dire qu'on a à peu près 5 minutes pour des questions. Bonjour Alain, c'est Denis Salle. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et de nous montrer la dynamique qui s'est mise en place au Québec sur ce
sujet avec les moyens considérables que vous aurez noté, ce consortium 57 permanent, 10 millions d'euros, je ne joue pas dans la même catégorie. Donc moi, ma question évidemment, elle est d'une brûlante actualité, on pourrait dire, sur les incendies qui affectent actuellement le Canada. Je voulais savoir un peu l'écho que ça avait en termes de lien entre climat et justement ces événements extrêmes. Est-ce que ça bouge beaucoup dans l'esprit des populations? Est-ce que c'est repris médiatiquement beaucoup, j'imagine? Quelle est la réponse politique qui se dessine? Est-ce qu'elle est en termes d'adaptation au changement climatique? En fait, c'est une question intéressante parce que il y a plusieurs études qui montrent que dans tout le continent nord-américain, le Québec est peut-être la région du continent qui est le moins à risque. C'est-à-dire que le risque est croissant de voir des feux de forêt causer des enjeux, mais en fait, le risque est tellement important dans l'ouest du continent, puis on l'a vu au cours des 20 dernières années, là, les feux de forêt ont pris des proportions gigantesques en Alberta, en Colombie-Britannique, etc. On l'a vu en 2021. Et donc, au Québec, l'enjeu feu de forêt était un peu moins présent jusqu'à tout récemment. Naturellement, cette année, les feux de forêt ont littéralement volé la vedette. Et en fait, j'ai été assez impressionné de voir la classe politique, les décideurs, etc., faire un lien immédiat, sans même que j'aille à faire tant d'interventions médiatiques que ça. Là. Donc, j'ai été assez impressionné de voir par eux-mêmes, les décideurs politiques, justement, faire ce lien direct, ce qui est très atypique en passant au Canada et qui illustre l'aspect politique très délicat au Canada de la lutte au changement climatique. Après 20 ans de feux de forêt en Alberta, dans l'actualité, il n'y a toujours que très peu de liens qui sont discutés entre les changements climatiques et les feux de forêt dans une province productrice de pétrole, alors qu'au Québec, on vit là, la première grande saison de feux de forêt depuis plusieurs années et le lien a été immédiat. Alors, c'est quand même frappant de voir comment les perceptions peuvent jouer des rôles importants. Bon, le premier ministre du Québec a déjà annoncé qu'il augmenterait les financements pour l'adaptation au changement climatique face aux feux de forêt, notamment pour faire des tranchées autour des villages, etc. Il y a plusieurs villages dans le nord du Québec qui sont de vieux villages forestiers qui, il y a 50 ans, avaient déjà construit des infrastructures de protection face aux feux de forêt qui ont été un peu oubliées, mais au moins ça l'avait permis de protéger un peu les villages, contrairement à, par exemple, en Alberta, qui est une province où il y a eu beaucoup de développement économique au cours des dernières années et qui a fait en sorte que les villes et villages se sont développés littéralement dans les forêts sans vraiment tenir en compte là, le risque feu de forêt. Donc, en bref, je pense que c'est un autre exemple d'événement là, qui alimente le lien avec les changements climatiques et qui insiste à autant regarder là, la carboneutralité et la réduction des émissions de gaz et l'adaptation. Mais il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Là. Il y a beaucoup, fait, comme en France, j'ai l'impression, il y a beaucoup de politiciens qui parlent beaucoup, qui ont des belles intentions, mais le grand défi, c'est vraiment la mise en œuvre de beaucoup de ces solutions-là et surtout aller au-delà des cas à succès. C'est-à-dire, parfois, vous avez vu dans mes transparents quelques exemples de succès ou de méthodes qui avaient été appliquées à certains endroits. L'un des grands défis qu'on a, c'est d'inclure ça dans les pratiques courantes. Et ça, c'est un défi là, qu'on est en train de tenter de s'attaquer avec beaucoup de formation. Donc, on a maintenant une équipe qui est dédiée à la formation des gestionnaires municipaux, à la formation des fonctionnaires qui font des politiques publiques pour justement tenter de généraliser dans les politiques, dans les stratégies, dans les façons de faire cette adaptation au changement climatique. Merci. Alors, c'était presque des propos conclusifs. On va quand même prendre une question, mais alors vraiment très rapide, je vous invite. Question courte. Est-ce que vous faites des bilans carbone des adaptations que vous proposez pour essayer de faire des adaptations qui ne soient pas trop amplificatrices du problème? Alors, la réponse est non, on n'en fait pas. Et effectivement, ça revient à mon dernier enjeu que je mentionnais. Naturellement, les différents acteurs, eux, le font parfois. Par exemple, la Ville de Montréal a une équipe qui combine le département de la résilience, la gestion des catastrophes naturelles, le développement durable, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est à l'intérieur d'un même département. Lorsqu'ils font une stratégie d'adaptation,
ben, ils s'assurent de connecter leur stratégie d'adaptation avec leur stratégie de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou avec d'autres stratégies. Donc, ça se fait dans certains contextes avec certains acteurs, mais nous, à Ouranos, on ne le fait pas. D'ailleurs, il y avait toujours quelques images un peu embêtantes lorsqu'on est très loin des régions urbaines au Québec, en zone côtière, qui font face à l'érosion. Alors, on a de beaux projets avec des communautés qui sont plutôt isolées. Et lorsqu'on fait une réunion de travail, bien souvent, on voit certains des acteurs arriver en gros 4x4, là, en gros camion qui émettent une quantité folle d'émissions de gaz à effet de serre. Et malgré le fait qu'ils soient à risque d'une érosion côtière accélérée, ils ont toujours de la difficulté à faire un lien entre le fait qu'ils utilisent un camion qui génère beaucoup de gaz à effet de serre et leurs problèmes d'érosion côtière et d'inondation côtière. Alors, donc, la réponse est non, on ne le fait pas, mais même les acteurs ont de la misère, ont de la difficulté à faire à la fois la réduction et l'adaptation. Merci pour tous ces éclairages et merci pour votre présentation. Plaisir. Bonne journée.